faut être réaliste, personne ne parle un français standard. On ne parle pas le français standard, ne serait-ce que d'abord parce qu'on parle, donc on a des manières différentes de parler, d'utiliser les sons. C'est jamais stable, on n'est pas des robots. Oui, donc je pense qu'il y a des liens entre l'insécurité linguistique, donc surtout au niveau de la langue, puis comme une insécurité identitaire. Donc pour moi, comme je dirais que je vis beaucoup ces deux choses-là un peu en même temps, puis je pense quand tu réalises qu'il y a cet impact-là, comme c'est même plus profond. Cet épisode parle d'insécurité linguistique. Insécurité linguistique, 2 mots qui suscitent une variété de réactions de la part de francophones du Manitoba. Pour certains, ça évoque de mauvais souvenirs. Pour d'autres, la fatigue. On n'en a pas déjà assez dit sur l'insécurité linguistique? Moi-même, j'ai vécu plusieurs moments d'insécurité linguistique dans ma vie. Des moments où je ressentais que mon français n'était pas assez fort pour postuler pour un emploi, pour donner une entrevue médiatique ou pour mener une chronique linguistique à la liberté. Mais heureusement, dans mon cas, ça ne m'a jamais empêché de me lancer. L'insécurité linguistique, c'est une réalité pour les francophones qui vivent en milieu minoritaire. Mais comment faire pour la surmonter? Pas juste comme individu, mais comme communauté. J'ai voulu m'entretenir avec Sandrine Allion, professeure et chercheuse en linguistique, afin de mieux comprendre le côté scientifique de ce sujet. Moi, c'est sûr que si je parle d'insécurité linguistique, je parlerai davantage de mon insécurité linguistique en anglais, c'est-à-dire dans ma deuxième langue. Elle n'est pas pareille, je dirais, mais pour un locuteur bilingue, peut-être sa perception est un peu différente. Là, ça serait à poser la question. Je pourrais te poser la question. Ouais. Comment est-ce que tu te sens? Dans quelle langue est-ce que tu te sens plus mal à l'aise ou en tout cas tu ressens plus d'insécurité linguistique? Je dirais les deux. Parce que moi, je suis imparfaitement bilingue. J'ai un partenaire anglophone, puis des fois, je n'arrive pas à trouver les mots en anglais quand j'essaie de m'exprimer, donc le mot français sort, ou l'inverse, en français. Mais ma première langue, c'est le français. Oui. Mais je pense que... Donc, j'ai une insécurité dans les deux. Mais je dirais que mon insécurité linguistique en français est plus personnelle. Oui. Puis je le ressens vraiment profondément. C'est plus affectif. Parce que c'est ta première langue, ta langue maternelle. Alors Puis c'est plus que juste une langue. Oui. C'est comme... Ta culture. Oui, c'est culturel, c'est familial. Donc, si je me fais insulter ou dit que mon français est pas bon, c'est vraiment... Ça va toucher vraiment. Oui. Tandis qu'en anglais, c'est comme... c'est pas ma première langue. Puis c'est ça ma défense. Puis des fois, c'est même cute d'avoir un accent français quand on parle en anglais. Donc, c'est correct. Mais si tu as un accent anglais, quand tu parles en français, c'est pas cute, ça. Ici, c'est pas cute, mais je dirais qu'en France, ça vraiment... Et là, on peut voir que la perception des accents dépend du milieu dans lequel on va parler, parce qu'en France, avoir un accent anglais, ça peut être cute. Oui. C'est vrai que les gens, j'ai remarqué en France qu'on aime beaucoup l'accent canadien. Oui. Mais c'est drôle, on n'a pas la... Je dirais que les pires critiques du français franco-manitobain, c'est les franco-manitobains. C'est les pires. C'est eux qui vont s'autocritiquer et se tenir à des standards quand on a tous un français différent. Puis c'est bien correct, ça. Mais ça, c'est probablement un signe d'insécurité linguistique aussi. Oui, absolument. On peut parler d'hyperconscience. On a une hyperconscience de la manière dont on parle. Et puis, on peut être puriste, c'est-à-dire avoir tendance à vouloir tout épurer pour rendre la langue... Pour la protéger. C'est ça, la plus pure possible. Mais qu'est-ce que c'est qu'une langue pure? On aurait du mal à le définir, je pense. Oui. Est-ce que l'insécurité linguistique est propre au milieu minoritaire? Elle est plus marquée en milieu minoritaire. Je ne dis pas qu'elle est propre. Moi, j'ai grandi dans un milieu majoritaire, mais je venais du sud de la France. J'ai grandi dans la région de Marseille. Et dans le sud de la France, il y a des accents. Il y a un accent méridional. On dit l'accent marseillais. Bon, évidemment, il y a des nuances. Il n'est pas partout pareil, mais il est assez caractéristique de l'accent du Sud. Et c'est un accent qui est stigmatisé, souvent, qui est associé à des gens qui ont certaines valeurs, mais des valeurs plutôt humaines. Mais on rejette souvent cet accent
parce qu'il ne fait pas sérieux, il ne fait pas professionnel, etc. Alors, donc, cette insécurité linguistique, quand on vient de ce milieu-là ou quand on a grandi dans cette région, on peut la ressentir aussi, parce que si on arrive dans une région plus au nord, puis là on nous dit « Ah, tu as l'accent de Marseille », on peut se sentir un petit peu dévalorisé ou pas pris au sérieux, parce qu'il y a des exemples très marquants de gens qui venaient de ces régions, puis qui sont allés à Paris pour faire carrière, notamment des gens qui voulaient, par exemple, des acteurs, qui ont complètement perdu leur accent méridional parce qu'ils ne pouvaient pas faire carrière. Sauf si, évidemment, on les prenait dans des films qui devaient représenter l'accent local. Okay. Et comme d'ailleurs les films de Marcel Pagnol, qui ont fait vraiment on va dire, qui ont à la fois fait connaître cet accent, mais qui ont aussi contribué un petit peu à le stigmatiser, parce que c'est très local, ça se passe vraiment dans un milieu, un environnement du Sud, avec cet accent qui est marqué, etc. Donc, c'est ça. Donc, moi, je dirais que j'ai ressenti de l'insécurité linguistique, même dans un milieu majoritaire, ou majoritaire dans le sens où le français, c'est ma langue première, ma langue native, maternelle, ma langue de communication unique avant que je commence à apprendre l'anglais en 6e année. Donc, oui, donc on peut la ressentir, mais en milieu minoritaire, évidemment, on va la ressentir de manière... Je dis évidemment, pourquoi? Parce qu'il y a à la fois la pression... prenons l'exemple du Manitoba, la pression de l'anglais, qui est la langue majoritaire, la langue dominante, la langue de l'émancipation presque. C'est difficile de ne pas parler anglais et puis de faire sa vie ici. Donc, elle est nécessaire, cette langue-là. Donc, elle fait pression sur le français. Donc, on ressent une certaine insécurité déjà à ce niveau-là. Je dirais plutôt une insécurité statutaire, parce qu'on parle d'insécurité statutaire, c'est-à-dire qu'on a la perception que le français n'est pas légitime. Un exemple, c'est le fait, par exemple, si on est dans un groupe de francophones, puis qu'il y a une personne qui parle anglais, on passe à l'anglais. Donc, disons qu'on est 99 personnes, ça c'est peut-être un peu trop, mais une dizaine de personnes qui parlent français, et puis une qui parle anglais dans ce groupe-là. Donc ça montre en fait qu'on considère, puisque le poids numérique, là, 9 sur 10, ça devrait faire en sorte qu'on parle français. Mais le statut du français n'est pas légitime. Donc on va passer à l'anglais, qui est la langue légitime dominante, et c'est celle-là qui prend le dessus. Et en plus, pour le français, puisque c'est une langue très centralisée, dont le standard a surtout été élaboré en France. Donc, il y a une distance en plus qui se crée, géographique, sociale, culturelle, qui fait en sorte que la norme est souvent s'éloigne, on va dire, ou le français local s'éloigne beaucoup de cette norme qui est externe. Alors, je pense que le fait que le Québec fasse un travail d'élaboration d'une norme plus nationale, locale, canadienne, fait en sorte qu'on a une norme qui est quand même moins éloignée maintenant, notamment au niveau lexical, parce qu'on a des outils qui décrivent le français canadien et qui permettent de dire ce mot-là, il est légitime parce qu'on le trouve dans le dictionnaire. Parce que si on regarde un dictionnaire français de France, il y a des mots comme, par exemple, bleuet, qui décrira une fleur, parce que c'est le premier sens qu'on donne à bleuet en France. Et donc, pour un locuteur canadien, il se dira, mais non, c'est pas une fleur, c'est une baie qu'on mange, là, c'est la myrtille en France. Donc, OK. Alors, le bleuet et la myrtille, c'est pas exactement la même chose, mais nous, si on voit des bleuets, on va parler de myrtille, donc en France. Donc, les dictionnaires qui décrivent cette norme, donc au niveau du lexique, reflètent mal la réalité. Donc, ça peut justement engendrer ou venir faire pression en disant « ce mot-là, il n'est même pas décrit dans un dictionnaire. » Alors, le poids de ces ouvrages de description, c'est important de se reconnaître aussi dans une norme. Alors ça contribue aussi, ça peut contribuer à l'insécurité. Donc, il y a ce double poids de la langue dominante anglaise et aussi d'un français normé, externe,
qui a tendance à se distancer de notre manière de parler, de notre français local. Pour me parler un peu de ses expériences avec l'insécurité linguistique, je me suis entretenue avec Derek Bentley, directeur général du Conseil jeunesse provincial du Manitoba. Comment est-ce que le CJP crée la sécurité linguistique pour ses participants? La Fédération de la jeunesse canadienne-française, un peu l'organisme parent du CJP, a sorti une stratégie, la stratégie nationale sur la sécurité linguistique. Puis là-dedans, il y a plusieurs pistes à suivre, pas seulement pour des jeunes, mais pour des industries comme partout dans la francophonie au niveau des gestes concrets qu'ils peuvent poser pour un peu augmenter cette sécurité-là. Côté CJP, c'est certain qu'on a lu la stratégie, qu'on essaie de mettre des choses en pratique, mais c'est certain qu'on essaie de poser des petits gestes à chacun de nos événements pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui aide, puis qu'on bâtit sur ces choses-là. Donc, des exemples sont, on a réalisé il y a quelques années que souvent quand on choisit des maîtres de cérémonie pour des événements, des concerts, n'importe quoi, c'est souvent des gens qu'on connaît, qui sont connus dans la communauté, qui ont classiquement un accent, disons, franco-manitobain, même si la moitié de notre clientèle vient de l'immersion. Donc, où sont la moitié de nos gens sur l'estrade qui viennent aussi de ce groupe-là? Donc, on a commencé à mettre plus d'efforts à comment est-ce qu'on trouve des gens avec des accents de ces communautés-là qui sont aussi à l'aise pour être une présidence d'assemblée en AGA ou un maître de cérémonie sur le patio 340. Encore pour que d'autres gens dans la foule qui ont un autre accent puissent dire « Ah, yeah, moi aussi, je peux faire ce rôle-là peut-être un jour. » Puis de bâtir cette sécurité-là, de voir quelqu'un qui sonne comme toi sur l'estrade. C'est certain que c'est pas facile parce que en même temps, avec ce processus-là, il faut bâtir de la sécurité linguistique au sein des gens qui ont peut-être jamais eu l'occasion de passer une entrevue, puis de maintenant les dire, yeah, juste mets-toi sur l'estrade, puis livrer un discours. Mais je pense que ces efforts-là vaut la peine. D'autres petites choses comme des politiques d'espace sécuritaire, de pas seulement parler des choses comme l'harcèlement ou du bullying, mais aussi de parler de cette sécurité linguistique-là, puis de mettre très clair quand tu participes à tel projet ou tel événement, tu acceptes aussi qu'il va y avoir une variété d'accents, qu'on s'attend que tu parles français, peu importe si ton effort change ou que quelqu'un d'autre, peut-être la moitié est en anglais, mais il essaie quand même qu'on place ces attentes-là quand les gens s'inscrivent pour des événements. Pour qui ils sont, right? Souvent, je pense que c'est ça qu'on n'en discute pas assez. Puis on pense même pas, right, comme moi j'ai changé en anglais, j'ai peut-être causé de la peine envers quelqu'un d'autre. Quand on écrit ça, puis on dit, t'acceptes en participant que tu vas valoriser les accents des gens qui sont autour de toi. Ça oblige au moins que quelqu'un y songe un petit peu. Oui. Puis il va savoir, OK, il va pas juste avoir du monde qui parle comme moi. Oui. Il va avoir une diversité d'accents et de francophonie. Exactement. Donc, des petits gestes comme ça que je pense ont un impact, mais c'est certain qu'on a du travail à faire aussi de comment est-ce qu'on bâtit ces environnements-là où est-ce que les gens veulent parler en français puis se sentent complètement à l'aise, même si c'est pas leur normal. Je pense que c'est ça la réalité, que c'est assez normal de pas se sentir à l'aise, surtout à cause qu'on vit en minorité. Mais même à des événements où ce sont des événements francophones, qu'on se sent peut-être pas à l'aise d'utiliser notre français, où on doit faire du masking puis changer notre accent ou changer les mots qu'on utilise parce que la situation est différente puis on n'a pas l'habitude. Qu'est-ce que tu souhaiterais voir changer afin de faire diminuer l'insécurité linguistique? Je pense que si on met l'emphase sur de la promotion de comment est-ce qu'on augmente la sécurité linguistique. Déjà, ça change un peu notre mentalité à comment est-ce qu'on évite un problème, à comment est-ce qu'on crée des solutions. Puis je pense que c'est surtout ça, que c'est vraiment facile dans la communauté de parler d'insécurité linguistique, puis toutes les façons qu'on crée ce phénomène-là, puis des problèmes, mais parfois, on n'a pas de solution. Donc, comment est-ce qu'on augmente la sécurité linguistique, peut-être? Je pense que c'est vraiment ces petits gestes-là. Puis si tout le monde prenait 5 minutes par jour pour y penser à quel effort est-ce que je vais faire aujourd'hui pour parler un peu plus en français, mais aussi quel effort est-ce que je vais faire pour encourager ceux et celles autour de moi pour le faire aussi. Comme ça irait vraiment loin, côté individuel. Mais côté comme plus les structures, je pense que ça prend des conversations vraiment
intense puis profond au sein des organismes communautaires, puis tous les organismes communautaires. Le CJP inclus du travail à faire, n'est pas parfait de loin, mais c'est certain qu'il y a d'autres organismes qui ont peut-être un peu plus de travail à faire, disons, pour encourager ça. Puis je pense que ça retourne un petit peu à la discussion d'inclusion. Puis c'est bien beau qu'on parle d'inclusion de plus en plus, puis qu'on veut ça, puis que nos organismes changent de nom, puis mais je pense qu'il y a du travail à faire au niveau des actions. Donc, comment est-ce qu'on pose des gestes concrets pour dire non, on veut inclure ces autres communautés-là, puis on va créer de la place. Il ne faut pas juste dire que vous êtes invités, mais on va s'assurer que ces autres groupes sont inclus, puis que sur les estrades, c'est pas toujours les mêmes accents. On peut avoir des gens qui parlent moitié anglais, puis moitié français à un événement de la SFM, par exemple, parce que c'est une réalité, puis ça veut pas dire que la personne est moins francophone. Donc, comment est-ce qu'on... Ouais, de poser ces gestes-là plus structurels pour dire, ouais, d'habitude, on accueille 100 personnes, puis sont tous des francophones qui ont gradué de la DSFM. Cette fois-ci, on va seulement accepter 50 personnes de ce groupe-là, puis on va s'assurer que les autres 50 sont d'un autre groupe. Ou, dans un monde idéal, on va chercher 200, mais 100 qui viennent d'habitude, puis l'autre 100, on va mettre tous nos efforts d'aller chercher les gens. Puis peut-être, parfait, on arrive juste à trouver 10. Mais peut-être l'année d'après, on trouve 12. Peut-être l'année d'après, on trouve 50. Puis de vraiment poser ces gestes concrets-là. Puis je sais que c'est difficile. On a toutes des ressources limitées. Ça finit jamais. Si j'avais un budget qui était 4 fois plus gros, je rejoins 4 fois plus de gens. Mais je pense que c'est important quand même de réaliser que si on rejoint toujours les mêmes, on ne fait pas de faveur non plus à notre propre communauté. Donc, même s'il faut diviser la tarte d'une autre façon, je pense qu'il y a des belles façons qu'on peut utiliser le même montant de ressources pour de rejoindre une plus grande diversité dans tous les sens. Ce qu'on voit, mais aussi ce qu'on entend, ce qu'on ne connaît pas des gens qui participent à nos événements. Puis peut-être comme dernière anecdote, pour moi maintenant au Manitoba, les gens me connaissent pour la majorité, mais j'ai l'occasion de participer à beaucoup d'événements pan-canadiens aussi, où que les gens ne me connaissent pas. Puis je trouve ça toujours fascinant, comment que je peux les parler pour 2-3 jours. Ils assument que je suis peut-être francophone de souche, que j'ai appris ça à la maison, parce que mon accent a changé, tout est beau. Puis à un moment donné, ils vont apprendre mon historique, mon histoire. Puis ça va aller souvent de 2 façons. Soit il n'y a rien qui change, puis c'est great. Mais la moitié du temps, ça change. Soudainement, ils me regardent d'une autre façon, ils vont m'étiqueter d'une autre façon, la relation change. Puis je pense que ça fait juste le point que quand on rencontre quelqu'un, on ne connaît pas leur histoire. Tout ce qu'on connaît, c'est des choses qu'ils vont nous dire ou qu'on assume basées sur comment ils ont l'air, leur accent, ce qu'on entend, toutes ces choses-là. Donc, pourquoi est-ce que plusieurs interactions plus tard, apprendre leur histoire devrait complètement changer comment on les voit. Donc, si quelqu'un me rencontre dans la rue, puis je dis « Allô, Derek Bentley, francophone, comment ça va? » Puis il me voit comme ça. S'il lit dans La Liberté 3 semaines plus tard que je rentre dans leur définition de francophile, pourquoi est-ce que leur définition de qui je suis devrait changer l'interaction que j'ai eue avec cette personne-là? Puis je pense que c'est vraiment ça qu'on doit chercher pour cette sécurité linguistique-là, c'est qu'on respecte comment que les gens s'identifient, qu'on respecte leur accent, qu'on respecte l'effort qu'ils placent dans le français, même si c'est juste un bonjour, puis le reste est en anglais. Puis qu'on arrête de les juger, puis de dire « t'es pas assez francophone pour faire partie de ma définition de cette francophonie-là. » Si on arrêtait de faire ça, puis c'est huge, c'est pas facile, mais si on prenait tout le temps d'arrêter de faire ça, puis de dresser peut-être nos propres préjugés, puis nos jugements, je pense on aurait un grand impact sur la francophonie manitobaine et qu'on verra par la suite des changements au niveau de nos structures, de nos organismes qui vont peut-être quand que je mettais dans un formulaire « Es-tu francophile ou francophone? » que déjà les gens disaient « Non, je ne participe pas parce que je ne rentre pas dans vos définitions. C'est toutes des petites choses comme ça qu'il faut réfléchir. Puis, j'ai vu le progrès. Je vois que tout ce qu'on était il y a 10 ans jusqu'à aujourd'hui, il y a une immense différence. Mais en même temps, ça ne devrait pas prendre 10 ans. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire plus rapidement. Puis si on n'agit pas, on va perdre beaucoup plus de gens qu'on va gagner. Puis ça ne devrait pas juste être au sujet de ça qu'on veut plus de francophones. Mais en même temps, comme je pense que ça fait partie de la discussion, on veut plus de gens qui participent, ça nous appuie tous. Ça crée une communauté beaucoup plus vibrante.
Donc, on doit agir, sinon, je ne veux pas dire que ça va être trop tard, là. Je ne veux pas être end of the world, Ouais. mais en même temps, ça va être trop tard. Si on perd trop de gens, si on exclut trop de personnes, si on les dit trop de fois, Yeah. tu ne fais pas partie de ça, ils ne vont pas vouloir revenir. Donc, j'ai espoir parce que j'ai vu le progrès, mais je vois aussi qu'il y a gros de chemin à faire. Puis j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que les prochaines années vont apporter, vont mener, puis comment que cette communauté-là va vraiment changer. Ben, Derek Bentley, merci beaucoup de ta Merci, participation. Lynn Connolly. Alors, pour répondre à la question, est-ce qu'on n'en a pas déjà assez dit sur l'insécurité linguistique? Je vous dirais que non. D'après les conversations que j'ai eues à la caméra et off-caméra, il y en a encore beaucoup à dire. D'ailleurs, souvent, ça mène à des histoires déchirantes, des histoires enrageantes, des histoires qui ont laissé des cicatrices profondes. Cela dit, je reste optimiste. Je crois que la société est plus ouverte de façon générale et donc avec ça, il devrait y avoir une plus grande ouverture envers les variétés de français. Que tu viennes du rural, que tu sois diplômé d'une école d'immersion, que tu viennes de Kinshasa ou de Rouyn-Noranda, chaque Français est un bon Français. Amen.